Bonjour tout le monde et bienvenue à notre conférence de presse. Alors, je m'appelle Carole Neal et je suis porte-parole du collectif Toujours Maître chez nous, Mekinac-Deschenaux, en Mauricie. Alors, permettez-moi de présenter les personnes qui sont à la table. Il nous manque une personne, mais bon, avec la température, il faut être conciliant. Alors, à ma droite, on a Patrick Gloutenay, qui est le président du SCFP Québec. À côté, c'est Jenny Vachon, qui est la porte-parole du comité pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska. À ma gauche, Martine Ouellette, qui est ex-cadre d'Hydro-Québec, qui est aussi l'ancienne ministre des Ressources naturelles et chef de Climat Québec. Et à côté de Martine, il y a Rachel Feldman, qui est la présidente du collectif Vent d'élu. Il nous reste un conférencier qui va arriver sous peu. Donc, on va quand même commencer la conférence, donc Jean-François Blais. Alors, et je tiens à saluer les membres des différents comités citoyens qui sont dans la salle aujourd'hui. Il y en a plusieurs. Et ceux aussi qui sont sur Zoom. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas pu venir, donc qui sont sur Zoom. Je tiens absolument à les saluer. Et M. Robert Laplante, qui est le directeur de l'Institut de recherche en économie contemporaine. Alors, je pense n'avoir oublié personne. Alors, je vais commencer avec un portrait, en fait, un portrait des parcs éoliens au Québec, afin de bien contextualiser ce que nous dénonçons aujourd'hui. Alors, il faut savoir que nous avons au Québec présentement 46 parcs éoliens en activité. Et il y en a 15 parcs éoliens qui sont en attente d'autorisation. Donc, en principe, en 2029, nous aurons 71 parcs éoliens pour 6700 MW. Excusez-moi les chiffres, mais c'est important à un moment donné de le situer. Avec 3000 éoliennes qui tapisseront le Québec. Et là, je fais remarquer que le terme tapisser est quand même très poli. Alors, il manque à ce portrait, parce que ce portrait-là, on le trouve sur le site web du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le projet de TES Canada en Mauricie, où le plus gros parc éolien privé de 800 MW, composé de 130 à 140 éoliennes de 200 mètres de hauteur, serait implanté dans les MRC de Mekinac et Deschenaux, en plein milieu d'un territoire habité. Alors, il faut savoir aussi que les 8 derniers projets de parcs éoliens qui sont en attente d'autorisation seront composés d'éoliennes de 200 mètres de hauteur, ces 8 derniers parcs-là, pour des capacités de 6 à 8 MW par éolienne. Ce sont donc des éoliennes qui sont en train de s'installer sur le territoire québécois, qui sont beaucoup plus puissantes, plus hautes que celles qui sont utilisées, là, qui ont été utilisées dans les premiers parcs, qui étaient à environ de 2 MW. Mais on utilise encore les mêmes distances séparatrices là, que celles qu'on utilisait pour les éoliennes de 2 MW. Donc, ce sont des normes qui sont désuètes pour les mégaparcs éoliens qu'on va construire. Alors, s'ajoute à ce portrait un plan d'action d'Hydro-Québec. Donc, en novembre 2023, Hydro-Québec nous annonce qu'elle a besoin de 10 000 MW supplémentaires qui doivent provenir du secteur éolien. Alors, si je récapitule, en 2029, nous aurons 71 parcs éoliens pour 6 700 MW. Et là, Hydro-Québec veut en rajouter 10 000 MW. Donc, ça fait quand même beaucoup, même si aux yeux de plusieurs experts, la transition énergétique du gouvernement et d'Hydro-Québec n'a été ni définie ni planifiée et laisse place à de l'arbitraire. Mais par la suite, en 2024, mai 2024, on a un petit coup de théâtre là, de Michael Sebia qui dit que développer des parcs éoliens à droite et à gauche, et ça c'est, je le cite, et all over the place, c'est pas ce qui va permettre à Hydro-Québec d'atteindre ces 10 000 MW. Donc, le Québec a besoin d'une stratégie beaucoup mieux intégrée. Quelle nouvelle! C'est étonnant. Donc, c'est pourquoi Hydro-Québec veut reprendre le contrôle de l'éolien en implantant des méga-parcs industriels de plus de 1000 MW avec des centaines d'éoliennes de 200 mètres de haut dans le nord du Québec. Donc, et Michael Sebia a dit à ce moment-là
qu'il veut éviter la contestation dans les zones habitées, dans le sud du Québec, car il dit avoir entendu la grogne des Québécois. Donc, un des mégaparcs éoliens, par exemple, c'est au nord au nord-ouest, pardonnez-moi, du lac Saint-Jean, qui couvrirait à peu près la superficie de 10 fois l'île de Montréal. Donc, c'est le genre de mégaparc qu'Hydro-Québec veut faire. C'est d'ailleurs là où se situent les plus gros gisements éoliens. Il faut le savoir, c'est dans le nord du Québec. Mais en même temps que Michael Sebia nous dit que là, on ne peut plus développer à droite et à gauche, là, parce qu'on ne réussira pas à atteindre nos objectifs, en même temps, il affirme que les petits et les moyens parcs éoliens, donc les 71 dont je vous ai parlé, les petits et les moyens parcs éoliens vont continuer à s'implanter. Alors, et la Fédération québécoise des municipalités continue à faire la promotion de ces petits et moyens parcs éoliens, et c'est ce que nous dénonçons ce matin. Alors, je vais laisser la parole à Janie qui va vous parler, qui va vous présenter la coalition et qui va parler des demandes de la coalition. Bonjour tout le monde. Alors, l'énergie éolienne verte, prometteuse, ben oui, nous nous opposons à son développement aujourd'hui parce qu'il est antidémocratique. Nous dénonçons la manière, nous dénonçons les motifs. Avant d'envahir toutes nos belles campagnes au Québec avec des éoliennes industrielles de 200 mètres de haut, il est nécessaire que les Québécois en débattent. À quoi va servir cette énergie? Quel est l'endroit optimal pour profiter du vent? Quel est l'endroit optimal pour l'intégrer au réseau d'Hydro-Québec? Quel est l'endroit optimal pour limiter les impacts sur les humains, sur les terres agricoles, sur les écosystèmes? Est-ce qu'on ne va pas éternellement repousser notre besoin de réduire notre consommation en produisant davantage? Et qu'est-ce qui nous garantit que cet ajout d'électricité va remplacer réellement notre utilisation des combustibles fossiles? Alors, c'est ces questions-là qui ont fait émerger une vingtaine de nouveaux comités citoyens à travers la province dans les 2 dernières années. On va y aller tout de suite avec la vidéo, si tu veux. Alors, je vais vous les présenter, ces comités qui sont partout au Québec, donc ils ne se sont pas tous déplacés à Montréal ce matin. Nous sommes le collectif Vent de démocratie de Saint-Adèle dans la MRC de Mekinac en Mauricie. Nous sommes les porte-paroles du collectif Toujours Maître chez nous de Mekinac-Deschenaux. Comité droit de vente de Syntec de la MRC de Mekinac dit non au rejet de l'île Presque-Nord. Pour un choix Impact éolienne Valleyfield. Présentons les citoyens et les citoyennes de Marguerite-Diouville. Nous sommes le comité de citoyens et citoyennes pour la protection de l'environnement mascoutin. Et le comité mascoutin de vigilance éolienne. Le comité citoyen éolienne pour un choix éclairé en Appalaches. Claude Charon pour le comité des riverains des éoliennes de l'Érable, qui compte une centaine de sympathisants. Le collectif pour un choix éclairé en énergie dans la MRC de Drummond. Protégeons nos terres agricoles contre l'implantation éolienne dans l'Arthabasca. Alors nous, du regroupement citoyen éolien Mont-Noir de la région de la Montérégie-Est. Le comité de Changeons le vent de bord dans la MRC de Coaticook pour un BAP générique sur les éoliennes. Pour un débat public sur l'avenir énergétique du Québec. Nous espérons être écoutés, mais surtout entendus. Nous sommes le collectif Vent de... Voilà, il y a aussi des comités qui n'ont pas eu le temps de nous produire une vidéo pour être ajoutés. Donc, la liste complète, si tu as l'occasion, tu peux l'afficher, Marc-Olivier, toute la liste de notre coalition. Alors moi, aujourd'hui, je prends la parole en tant que coordonnatrice régionale du regroupement Vigilance Énergie Québec, qui a assuré une coordination entre tous ces groupes-là. Ça nous a permis de nous rendre compte qu'on vit la même chose, qu'on a tous commencé par former des comités pour d'abord s'informer, voir vraiment quels sont les enjeux derrière ces développements éoliens. Ensuite, on a demandé d'être impliqués dans la prise de décision. On a demandé d'être impliqués dans les partages d'informations. On a découvert les ententes de confidentialité. On a découvert les cachettes. On n'a pas été accepté dans les discussions que les maires avaient en conseil de maire.
ça a été refusé. Donc, on s'est rendu à l'étape réagir et s'opposer. Malheureusement, on est dans un contexte où les citoyens n'ont pas vraiment d'autre choix que de s'opposer en bloc au projet parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire. Après avoir fait ça pendant plusieurs mois déjà, puis se rendre compte qu'on vivait tous les mêmes choses, et aussi que, dans le fond, on voyait tous qu'il y avait quelque chose qui clochait. Parce que si c'est des si bons projets pour le bien de tous, pourquoi il y a ces cachettes? Pourquoi il y a tant de pression pour que les agriculteurs, les propriétaires terriens signent rapidement? Pourquoi il y a des milliers de dollars s'ils signent tout de suite? Pourquoi ce contexte-là? Ça allumait la sonnette d'alarme et on trouvait que ça n'avait pas de sens et que ça amenait beaucoup d'inégalités. En fait, les gens qui trouvent du sens dans ces projets-là, c'est tous des gens qui y voient un intérêt financier. Et c'est problématique. Et ils se cachent derrière le fait que ça va servir à la transition énergétique. Mais nous, on est tous des gens qui sont pour la transition énergétique. C'est pas ça le problème. On est allé voir pour plus loin, puis on a eu comme des gros doutes que ça servait vraiment à la transition énergétique. Puis ça fait partie des choses qu'on demande donc aujourd'hui. Alors, nos demandes sont qu'on prenne le temps de s'arrêter, qu'on fasse un moratoire. Parce que si vraiment c'est un gisement si important éolien qu'on a au Québec, puis qu'on doit l'exploiter pour une véritable transition énergétique, bien, il faudrait qu'on le fasse comme il faut. Que ça soit orienté pour le bien commun. Donc, on prend une pause, on demande un moratoire. On prend le temps de faire un BAP générique pour évaluer les impacts cumulatifs de ces projets-là. Au niveau social, au niveau financier, au niveau environnemental, au niveau humain. Ensuite de ça, on demande qu'il y ait un débat public, un vaste débat sur l'avenir énergétique du Québec. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre énergie? Comment on veut s'en servir? C'est quoi les meilleures sources d'énergie? Il y a plein de choses à débattre, puis ça n'a pas été fait encore. Puis ensuite de ça, on demande que quand il y a des projets éoliens, ça doit passer par un référendum municipal avant d'être accepté par les conseils municipaux. C'est la seule façon qu'il y ait une vraie acceptabilité sociale. On va vous en parler plus aujourd'hui. Et la dernière chose qu'on demande, c'est que ça reste la propriété publique, cette énergie-là, que ça reste la propriété d'Hydro-Québec. Alors, c'est tous ces enjeux-là qu'on va vous présenter un petit peu plus abondamment avec les conférenciers qui sont là aujourd'hui. Je vous remercie d'être présents. Alors écoutez, on va continuer et on va parler cette fois-ci du mirage éolien parce qu'on n'est pas contre les énergies renouvelables, on le répète et on doit le répéter constamment, mais il y a quand même des clichés qui sont associés à l'éolien et il faut en débattre. Donc je vais laisser la parole à Martine Ouellet. Oui, merci. Donc l'éolien, comme toute forme d'énergie, comme l'hydraulique, il y a des impacts environnementaux. Et là, vous allez être surpris de l'apprendre, mais actuellement, on n'en a pas besoin d'électricité. On a assez d'électricité pour sortir l'ensemble du gaz et du pétrole de notre équation énergétique. Donc, on n'a pas besoin de détruire encore plus notre territoire. Mais ça, c'est pas ce que vous entendez actuellement dans les médias, hein? Parce que la CAQ a un tout autre discours, un discours qui relève de la désinformation. On fait face actuellement à une vaste campagne de désinformation. La CAQ a créé de toutes pièces une pénurie d'électricité. Elle l'a créée. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, on parlait de surplus. Puis là, tout d'un coup, on parle de pénurie. Comment ça se fait qu'on est passé si vite de surplus en pénurie? Moi, quand j'étais chez Hydro-Québec, les prévisions, là, on était capable de prévoir ça quand même pas mal plus d'avance que ça. Fait que la direction, et je ne parle pas des employés d'Hydro-Québec, je fais toujours une différence. Les employés d'Hydro-Québec, et j'en étais une, on a Hydro-Québec tatoué sur le cœur. Mais les directions d'Hydro-Québec, c'est assez différent. Les directions, ils ont vendu à vil prix, je vous le dis là, à vil prix, notre électricité à des grosses corporations et à l'exportation. À l'exportation, c'est même rendu déficitaire. Et tout ça, ils font ça sur le dos de la décarbonation, de la transition énergétique. Il n'y en a pas de transition énergétique actuellement en place. Il n'y en a pas de décarbonation parce qu'ils n'en ont pas de projet pour réellement sortir le gaz et le pétrole de notre équation énergétique. C'est même le contraire avec TES Canada. On pourra aller dans plus de détails. Et donc, cette pénurie-là artificielle sert de prétexte pour privatiser l'électricité
au plus grand bonheur des affairistes. C'est d'une pierre, deux coups pour la grosse business. D'un côté, ils vont chercher plein de mégawatts, les grosses corporations, et de l'autre côté, ils vont à la privatisation, ils bénéficient de la privatisation. Donc, sans ces décisions-là, d'octroyer des gros blocs de 150 dans le cas de Canada, on a vu Norvolt, on voit les projets d'hydrogène qui sont complètement absurdes sur la Côte-Nord aussi. Sans l'exportation qui est rendue à perte, on vend à 7 cents le kilowattheure. Il va falloir construire à 11 cents minimum pour leur livrer l'électricité. On n'a pas commencé encore à leur livrer les 2 derniers contrats. On va perdre 4 cents le kilowattheure à chaque kilowattheure livré. On peut-tu servir du protectionnisme de Trump pour faire du judo et récupérer notre électricité? C'est possible de le faire. Et donc, on est rendu là. Et le 10 000 mégawatts, il faut savoir que Michael Sabia, c'est un expert de la privatisation. Il a été engagé par la CAQ pour son expertise. Et donc, il laisse aller les projets quand même pas si petits de 150, 250, 300, même 400 mégawatts du côté de Côte-de-Beaupré, au privé 100%. Et quand il vous dit que dans les gros projets, Hydro-Québec va reprendre le contrôle, eh bien, c'est un discours qui est trompeur. Parce que le diable se cache dans les détails. Et ce qu'il faut savoir en arrière de ces projets-là, ce ne sera pas Hydro-Québec directement. Ils vont recréer une coquille privée. Hydro-Québec ne sera qu'un des actionnaires. Et quand tu es seulement qu'un des actionnaires et qu'il y a d'autres actionnaires privés dans la bebelle, puis ça a été dévoilé par le chef de Masteuillache, eh bien, c'est le privé, puis c'est la mentalité, puis c'est le profit qui mène avant tout. Donc, on fait face à une vaste campagne de dépossession de notre électricité. Et je pense que j'oserais même aller jusque-là. François Legault et la CAQ sont les fossoyeurs du maître chez nous. Alors, Janie vous a déjà dit que nous tenons à ce que l'électricité reste la propriété privée, non pas privée, mais publique, pardonnez-moi, parce que j'entends privé, puis là, ça, oui, c'est ça. Alors, je vais laisser la parole à Patrick Gloutonnet, qui, lui, va nous parler du coût de la privatisation de l'éolien au Québec. Bien, merci. Premièrement, je veux remercier tous les gens qui sont ici et tous les mouvements de la société. Oui, je suis le président du syndicat canadien de la fonction publique qui représente les 16 000 membres, les 16 000 employés d'Hydro-Québec. Mais sachez que ce n'est pas une bataille syndicale, c'est une bataille de la société québécoise. On est ici parce qu'on veut défendre les droits des citoyens, et c'est exactement pour ça que les syndicats ont été inventés. Les syndicats sont là pour faire avancer le Québec et c'est ce qu'on a fait dans les 60 dernières années depuis l'avènement d'Hydro-Québec. Vous savez, on vous a parlé du BAP générique. Il n'y a pas une semaine depuis plusieurs mois que je ne reçois pas une confirmation de demande de BAP de plusieurs municipalités de partout au Québec. Ma boîte de courriel est remplie. Il y a 1 à 2 courriels par jour, par semaine, des fois, de demande de BAP générique. Donc, c'est important, le message qu'on veut vous lancer ce matin. C'est un message qui est directement envoyé à la ministre Fréchette qui ne veut pas écouter les citoyens et la CAQ a été élue pour écouter ces citoyens. Vous savez, les retombées économiques, soyons pas dupes, là, il n'y en aura pas tant que ça. Oui, il va en avoir peut-être un petit peu au moment de la création des éoliennes, il va y avoir un peu de travailleurs dans les régions, mais on sait tous que, malheureusement, cet argent-là va être envoyé à des intérêts autres que ceux du Québec. C'est ça, malheureusement, le privé. La seule certitude qu'on a avec les éoliens, c'est que le paysage va changer et que ça ne fera pas l'affaire des citoyens présents. On vous a parlé aussi de mettre la propriété publique d'Hydro-Québec. C'est notre mandat, c'est ce qu'on fait. Hydro-Québec, comme on l'a mentionné en commission parlementaire au moment où on s'est présenté aux commission parlementaire pour le projet de loi 69, Hydro-Québec veut bâtir un deuxième Hydro-Québec. Hydro-Québec, actuellement, c'est le plus grand pourvoyeur au Québec. Il retourne environ 6 milliards de dollars dans les coffres du gouvernement. Donc, imaginez si on a un deuxième Hydro-Québec, ça va être 6 milliards qui vont être retournés, 3 milliards dans le gouvernement et 3 milliards aux intérêts privés. C'est ça la réalité. Le gouvernement de la CAQ s'attaque à ce modèle-là depuis son arrivée au pouvoir. Puis, on a juste à voir, Martine nous a parlé de M. Trump, on a juste à voir ce qui se passe aux États-Unis actuellement pour être inquiet sur nos services publics.
Vous savez, Hydro-Québec sert à améliorer nos services publics. On ne peut pas dire que nos services publics vont tous bien. Le financement de nos écoles, de nos hôpitaux, de tous nos services sociaux, on a besoin de cet argent-là, puis on a besoin d'Hydro-Québec. Depuis fort longtemps, depuis 2006, le SFP Québec milite pour dénoncer la privatisation de l'éolienne. Je vous inviterai à consulter notre site Internet, vous pourrez trouver tous les archives à ce niveau-là. L'éolienne, on ne comprend pas pourquoi que ça a été envoyé, encore une fois, au privé. On nous dit à l'interne, chez Hydro-Québec, qu'on n'a pas l'expertise. Depuis 60 ans, bientôt 70 ans que la création d'Hydro-Québec, je pense que tous les employés d'Hydro-Québec ont l'expertise qu'il faut, parce qu'une turbine à vent ou une turbine à eau, je ne suis pas spécialiste en matière, mais c'est un aimant qui tourne, donc on fait de l'électricité avec ça. Puis pour nous, on croit qu'on est capable de faire le travail. Sachez que même si on n'a pas, certaines personnes prétendent qu'on n'a pas l'expertise, on a démontré au fil des 60 années de l'histoire d'Hydro-Québec que l'expertise, on l'a à l'interne, qu'on est capable de faire des miracles avec pas grand-chose. On a juste à former nos travailleurs et travailleuses. Puis ces gens-là, comme Martine l'a mentionné, en tant qu'une ex-travailleuse d'Hydro-Québec, bien, ces gens-là ont le Hydro-Québec tatoué sur le cœur. Je terminerai en vous disant, vous savez, l'IRIS a fait une étude qu'on vous a présentée lors d'un sommet sur l'électricité dans laquelle ça a coûté 6 milliards au l'IREC, excusez-moi, a démontré que ça a coûté 6 milliards aux contribuables québécois, le fait que le gouvernement a décidé de privatiser l'éolien. Désolé, M. Plante. Puis, tu sais, je terminerai en disant ça. Hydro-Québec, on l'a bâti ensemble. Gardons nos services publics, nos services d'électricité et de distribution d'électricité, parce que c'est ça qu'Hydro-Québec est en train de faire. Il est en train de vouloir privatiser la distribution et la distribution de notre richesse. Puis, je l'aime bien, cette ligne-là, puis j'espère que Mme Fréchel va l'entendre. Est-ce que la CAQ a envie qu'on se souvienne d'eux autres comme étant les gens qui ont détruit l'héritage d'Adélard Godbout et de René Lévesque? Parce que c'est ça le Québec. Si on a le Québec qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à Hydro-Québec. Merci à tous les groupes de citoyens qui sont ici aujourd'hui avec nous, parce que c'est un combat qu'on va gagner, je vous le dis, on va le gagner tous ensemble, parce que moi, je vois depuis 2 ans que tout le monde s'associe à notre cause. Ça fait 2 ans qu'on est au travail, nous, au SFP Québec. Puis on est content que toutes les fois qu'on participe à une organisation de mouvement de la société, bien, le groupe augmente de plus en plus. Et merci aux gens qui sont tous en virtuel aujourd'hui. Merci. Alors, je vais vous présenter la personne que je ne vous ai pas présentée tout à l'heure quand on a commencé la conférence de presse, donc Jean-François Blain, qui est analyste en réglementation du secteur de l'énergie et qui va venir nous parler de la nécessité d'une véritable feuille de route du développement des ressources énergétiques. Monsieur Blain. Merci. Alors, désolé pour mon retard, malgré plus de 2 heures de route. C'est plutôt rare que je sorte de ma réserve comme analyste indépendant en secteur de l'énergie pour donner mon appui formel à des initiatives citoyennes. C'est très occasionnel, en fait. Et donc, si je le fais aujourd'hui, c'est principalement, je pense que ça témoigne de la signification que je décode de cette mobilisation citoyenne. C'est loin d'être anodin que les citoyens dans différentes municipalités se regroupent, constituent des comités, travaillent entre eux et dans plusieurs régions du Québec se sentent plus que bousculés, négligés par les orientations du développement qui sont actuellement promues par notre gouvernement et par Hydro-Québec. À mon avis, il était tout à fait prévisible que le développement éolien annoncé, ça serait la même chose si c'était une autre filière que le secteur éolien, mais tel que ce développement-là est annoncé, allait susciter de vives réactions et un désaccord profond dans la population, possiblement de façon marginale au départ, mais au fur et à mesure que les projets et ces partenariats financiers-là vont se mettre en place, cette mobilisation-là risque, à toute fin pratique, de s'élargir assez rapidement et devenir fort significative. Alors, comme analyste, les questions que je me pose quand je vois l'évolution des choses, c'est mon travail professionnel, c'est mon rôle aussi. Pourquoi un tel niveau de désaccord? Pourquoi un tel niveau d'inconfort face
au modèle de développement qui est mis de l'avant. Mais d'abord parce que ce développement-là s'inscrit dans un contexte où il y a un déficit démocratique majeur qui s'est accumulé, plus particulièrement depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement de la CAQ. Un déficit démocratique qui résulte d'une accumulation de mauvaises décisions du gouvernement de la CAQ. J'aimerais pouvoir dire que c'est accidentel, malheureusement, c'est des mauvaises décisions délibérées et volontaires, et planifiées même. Et puis, au soutien de cette affirmation, je vous appellerai tout simplement, pour ceux qui en ont déjà pris connaissance, de revoir le contenu des lois 34, 13, 2 et maintenant du projet de loi qui est sous examen, le projet de loi 60. Et 81. Et 81, oui, qui est un projet de loi générique qui vise à... Est-ce possible de parler plus proche du micro? Oui. Merci. Donc, malgré ce déficit démocratique accumulé-là, et je pourrais dire à cause de ce déficit démocratique-là, ça fait déjà quelques années qu'à peu près tous les groupes de la société civile, syndicats, groupes groupes communautaires, groupes représentant les différentes catégories de clientèle, groupes environnementaux, leurs regroupements, des coalitions, demandent un véritable débat public sur l'énergie, pas un débat superficiel, un débat large et approfondi. C'est encore plus important maintenant que ça ne l'a jamais été, puisqu'on prétend vouloir amorcer la décarbonation de l'économie du Québec. Ça fait aussi plusieurs mois, pour ne pas dire quelques années, que la plupart des acteurs sociaux concernés demandent un exercice de planification intégrée des ressources préalablement au déploiement d'un plan qu'on espère cohérent pour sortir des énergies fossiles. La deuxième raison qui explique, à mon avis, ce désaccord profond qui va surgir et s'étendre dans la population, c'est le fait que le modèle de développement privilégié, en fait, n'a rien à voir avec la décarbonation du Québec. Et ça paraît loufoque, presque hétérodoxe de soutenir une affirmation comme celle-là, mais il n'y a pas présentement de plan qui nous garantisse qu'on va sortir, qu'on va même commencer à réduire notre consommation collective de produits d'énergie fossile, qu'il s'agisse de produits pétroliers ou gaziers. Alors, comment peut-on prétendre développer à coût de dizaines de milliards de dollars aux frais de la collectivité notre capacité d'électricité additionnelle si on n'a pas aucune feuille de route qui soit garante de résultats et qui nous assure qu'on va sortir au moins une valeur énergétique et surtout une valeur financière équivalente à ce qu'on va investir dans le secteur électrique en réduction de notre dépense individuelle et collective en produits pétroliers. On n'a même pas cette garantie de départ-là. C'est la pièce de départ qui fait défaut. Troisièmement, je pense que c'est probablement le facteur irritant le plus fort et le plus significatif d'un point de vue de la cohésion démocratique et sociale. C'est le fait que le modèle de développement qui est privilégié, qui consiste à multiplier les partenariats financiers, va, premièrement, nuire à une bonne planification du secteur énergétique. Ce n'est pas au gré des ambitions et des besoins économiques, soit-il véritables et légitimes, de tout un chacun qu'on planifie le développement d'un secteur énergétique, j'allais dire un secteur économique en fait, qui est non seulement essentiel, mais qui est même stratégique. Deuxièmement, ce modèle de développement-là va attacher la réalisation des projets à des intérêts économiques particuliers. Si ce n'est pas des intérêts privés, ça sera des capitaux privés, mais via des prête-noms qu'on érige en partenaires de fortune pour justifier une forme de développement communautarisé. Je vous pose la question, puis la poser, c'est y répondre. Est-ce que Hydro-Québec a besoin des Premières Nations ou des communautés locales ou d'une MRC pour évaluer la planification énergétique du secteur électrique? Non. Est-ce qu'elle a besoin de l'un ou l'autre de ces partenaires-là pour lever des capitaux? Pas davantage. Est-ce qu'elle a besoin de l'un ou l'autre de ces partenaires-là pour offrir les capacités techniques et administratives de
construction et d'exploitation des actifs, pas davantage. Alors pourquoi Hydro-Québec mise-t-elle systématiquement sur des partenariats financiers de cette nature-là? Bien, c'est tout simplement pour se procurer, comment dire, monnayer l'accord des communautés locales à la pièce, projet par projet, plutôt que d'aborder la question de l'acceptabilité sociale comme elle se devrait, c'est-à-dire d'un point de vue de l'intérêt collectif à travers une planification collective qui sert et qui cherche à satisfaire les intérêts de la collectivité et non pas des intérêts particuliers. La troisième chose, troisième conséquence de ce modèle de développement-là, c'est que ça nous mène inévitablement vers une dénationalisation graduelle et maintenant accélérée, une privatisation à petit feu de tout ce qui entoure Hydro-Québec. Si la moitié des 9000 mégawatts de puissance additionnelle qu'Hydro-Québec projette de développer d'ici 2035 est faite en partenariat à 50%, c'est donc dire qu'il y a la moitié de tous les investissements à venir dont l'usufruit, dont le bénéfice financier sera dirigé vers des intérêts particuliers, une région plutôt qu'une autre, une MRC, une communauté membre des Premières Nations, plutôt que de bénéficier à la collectivité. Et j'arrive à ma conclusion. Il y a d'autres moyens de fournir aux régions, je parle des régions éloignées, ce qu'on appelle les régions ressources généralement dans le secteur énergétique, le soutien économique dont elles ont besoin pour structurer et diversifier leur économie. Notamment, on pourrait très bien modifier la loi constitutive d'Hydro-Québec pour l'obliger à déposer année après année de façon récurrente et statutaire dans un fonds national de développement des régions 10, 15, 20% de ses bénéfices annuels. Les régions, de cette façon-là, auraient une forme de financement pour leur permettre de diversifier des investissements, diversifier leur économie, qui serait statutaire. Elles pourraient décider à travers leurs propres instances des modes de répartition, des critères de répartition de ces fonds-là, qui seraient substantiels. Deuxièmement, et je vais conclure là-dessus, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aurait aucun rôle pour les Premières Nations ou aucun rôle ou aucune responsabilité transférée aux communautés membres des Premières Nations ou aux communautés des régions éloignées en périphérie au Québec. Au contraire, avec les changements climatiques, l'accélération des événements extrêmes, non seulement en fréquence, mais aussi en intensité, le réseau principal va être soumis à rude épreuve de plus en plus fréquemment. Il va y avoir des interruptions de service plus longues, et c'est important d'assurer l'autonomie et la résilience des régions éloignées en déléguant, je pense, un rôle de stockage d'énergie, de production de chaleur et de sources d'énergie complémentaires qui pourraient être mis à contribution ponctuellement, soit lors des périodes de pointe extrême hivernale, soit lors des défaillances du réseau pour assurer la sécurité énergétique à venir. Donc, ça ne veut pas dire que du seul fait qu'on maintienne la propriété collective de l'ensemble des équipements et l'encadrement public de l'ensemble des équipements et des activités du secteur électrique, qu'il n'y a pas un rôle possible pour les régions. Mais je pense que briser cette solidarité financière et économique-là, ce modèle de péréquation, en fait, qu'Hydro-Québec a offert à travers l'uniformité tarifaire ici, qui assure la cohésion démocratique et sociale à la grandeur du Québec, ça serait une erreur historique majeure qui va porter à conséquence pour tous les volets que j'ai nommés. Merci beaucoup, M. Blain. Je vais passer la parole à Rachel Fellman qui va, parce que c'est une de nos demandes, donc on veut bien l'expliquer, la nécessité d'un BAP générique. Merci. Donc vous êtes... Le micro, tu vois? Est-ce que vous m'entendez? On va changer de micro. Là, c'est mieux? Bon. Donc, vous êtes sûrement au courant que le ministre Charette a refusé la demande de BAP générique formulée par Vendée-Lieu, sous prétexte que les citoyens ont l'occasion de se renseigner et de transmettre leurs préoccupations au BAP dans le cadre des projets. Michael Sabia, PDG d'Hydro-Québec, se dit contre un BAP générique parce que nous ne pouvons pas raisonnablement avoir une approbation globale parce que le processus de BAP devrait être aligné avec les éléments spécifiques de chaque projet.
Quant à Michel Lagacé, le président de l'Alliance de l'énergie de l'Est, lui se dit contre, car il n'apporterait rien de plus. Face à des commentaires de la sorte, on pourrait se questionner sur l'utilité d'un BAP générique. Face à des commentaires de la sorte, on comprend aussi qu'on mise sur la mauvaise compréhension de la population et des élus sur ce qu'est un BAP générique. On tente ainsi de balayer sous le tapis cet outil démocratique plus que nécessaire pour nous éclairer collectivement sur une filière qui se déploie à vitesse grand V, sans acceptabilité sociale et surtout de façon antidémocratique. Afin de rendre les choses plus claires, un BAP générique évalue l'ensemble d'une filière sur l'ensemble du territoire québécois. Un BAP pour un projet spécifique évalue le projet en question dans un territoire désigné. À chaque fois que les citoyens se présentent à un BAP pour un projet spécifique et posent des questions sur les effets cumulatifs d'un parc éolien sur, par exemple, les terres agricoles ou les finances publiques, la réponse qu'ils reçoivent, c'est « Votre question dépasse le mandat de ce BAP ». Il devient donc impossible pour les citoyens et les élus de poser des questions légitimes et d'obtenir des réponses nécessaires à une prise de décision éclairée. Et soyons clairs, un BAP générique ne remplace en aucun cas les BAP spécifiques pour chaque projet éolien. Un BAP générique nous permettrait par contre de faire une évaluation globale de l'ensemble de la filière sur l'ensemble du territoire québécois. C'est important de le souligner. Et seul un BAP générique pourrait mettre en lumière les conséquences financières de la filière éolienne dans sa forme actuelle sur la société québécoise, ce que ne permettent pas les BAP spécifiques à un projet. Le rapport de l'IREC, dont on a parlé précédemment, nous a déjà confirmé des pertes de plusieurs milliards de dollars pour les contribuables au profit des intérêts privés en raison de la privatisation de la filière. Et ce chiffre ne cessera de grimper si nous poursuivons comme nous le faisons présentement. Rappelons que le BAP émet des recommandations afin d'outiller et d'éclairer nos décideurs et la population. Lors du BAP pour le projet éolien des Neiges secteur sud, le BAP a reconnu lui-même la nécessité, et je cite, 25 ans après la mise en service du premier parc éolien, d'ouvrir le débat public national sur la place de la filière éolienne dans le portefeuille énergétique du Québec et son mode de développement, incluant la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Alors pourquoi est-ce qu'on se priverait de ce débat public national que constituerait un BAP générique? Et pour qui est-ce qu'on le refuse? L'aveuglement volontaire dont fait part la majorité de nos décideurs qui refusent un BAP générique sera perpétuer un modèle antidémocratique qui enrichit des intérêts privés aux dépens de la qualité de vie, de la santé, du patrimoine paysager, des milieux naturels et forestiers et bien plus. Je termine en reposant ma question. Pourquoi refuser un BAP générique? La réponse est simple, pour favoriser des intérêts privés. Et pourquoi faire un BAP générique? Bien, ce serait pour le peuple québécois et pour le bien commun. Donc, c'est pour ça, en fait, que Vent d'élus continuera de militer pour un BAP générique et encourage les citoyens et les élus à en faire pareil. Merci. Je crois qu'avec le nombre de parcs éoliens qui existent présentement et le nombre de parcs éoliens qui sont en attente d'autorisation, la nécessité d'un BAP générique est tout à fait démontrée. Alors, pourquoi la partie suivante, c'est moi qui vais vous en parler, c'est sur les référendums municipaux. Alors, parce qu'on veut une véritable acceptabilité sociale. Et on constate qu'Hydro-Québec, la population québécoise, les politiciens, même les organismes environnementaux, croient à tort que les communautés ont été consultées lorsqu'il y a une MRC qui est partie prenante d'un projet ou lorsqu'il y a une MRC qui ne s'oppose pas au projet. Eh bien, je vous le dis, c'est totalement faux. Alors, parce que dans la grande majorité des cas, les maires qui siègent au conseil des MRC ne consultent même pas leur propre conseil municipal. Ils adoptent des règlements sans que leurs conseillers soient au courant, soient partie prenante. Et de toute manière, ils n'ont pas l'obligation de consulter leur propre conseil municipal. Alors, comment ça se passe sur le terrain? Parce que là, on va parler réalité. Alors, il n'y a pratiquement aucune rencontre d'information qui sont organisées par les élus à propos du projet. Mais il y a beaucoup de rencontres de promotion qui sont organisées, par exemple, par les promoteurs.
Et parfois même, la promotion du projet se retrouve dans le journal local de la municipalité. Alors, par la suite, les élus deviennent forcément les promoteurs du projet, au nom de la transition énergétique, évidemment, pour pouvoir toucher des redevances quand ils ne sont pas en conflit d'intérêts. Alors, on n'organise aucune rencontre d'information avec des experts indépendants pour analyser les tenants et les aboutissants du projet, les avantages et les inconvénients. En plus, il y a une connaissance, il n'y a pas de connaissance, plutôt, il y a une absence de connaissance appropriée, suffisante, chez les élus pour répondre aux questions des citoyens. Et on se contente d'un argumentaire là, basé sur les clichés de la transition énergétique. Le projet éolien n'apparaît même pas à l'ordre du jour du conseil municipal ou du conseil des maires. Et quand il apparaît quand les travaux sont bien avancés. Et en plus, aucune intention, on voit chez les élus, aucune intention de mesurer l'acceptabilité sociale. Et là, je pourrais continuer, mais je m'arrête. Alors, ce qui amène forcément les citoyens à prendre d'assaut la période de questions, hein, parce qu'ils veulent avoir l'information, ils veulent signaler leurs préoccupations, ils veulent savoir comment la municipalité va mesurer l'acceptabilité sociale. Alors, en réalité, sur le terrain, rien n'est fait ou si peu pour favoriser une bonne compréhension du projet ou du dossier et favoriser la qualité des échanges. Et ça, c'est extrêmement important. Et qu'est-ce que la Fédération québécoise des municipalités a proposé pour répondre à une opposition de plus en plus soutenue contre les projets éoliens? Ben, ils ont proposé un modèle de règlement pour réduire significativement la période de questions. Et en plus, ils encouragent les municipalités à participer aux appels d'offres d'Hydro-Québec pour profiter de la manne financière. Quelle belle manière hein, de mesurer et de promouvoir l'acceptabilité sociale. Et en plus, Mme Fréchette, notre super ministre de l'Économie, s'est mise de la partie sur les ondes de Radio-Canada en Mauricie en disant que l'acceptabilité sociale, c'est une trame de fond en faveur du projet. Alors, comment on mesure une trame de fond en faveur d'un projet? Je ne sais pas si vous avez la réponse, ça m'étonnerait. Donc, et même quand les élus là, décident de protéger leur territoire en adoptant un règlement un petit peu plus restrictif, eh bien, le ministère de l'Économie s'ingère dans le dossier et en refuse l'approbation. Alors, vous voyez que ces projets éoliens qui sont menés en catimini par les élus, sous le sceau de la confidentialité par les promoteurs, ben, ça mène inévitablement à la confrontation, au déchirement du tissu communautaire, et ça crée un climat toxique au sein de la communauté. Donc, parce qu'il y a les bénéficiaires des avantages financiers, puis il y a les victimes des nuisances. Donc, c'est très difficile. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire pour ne pas empoisonner le débat du développement éolien et faire un développement éolien respectueux du territoire et des communautés? Premièrement, il faut proposer une tribune aux citoyens pour s'exprimer, puis pas la période de questions, s'il vous plaît. Il faut des élus qui s'investissent de manière approfondie dans l'analyse du projet de concert avec un comité citoyen. Il faut des suivis serrés à l'ordre du jour des conseils municipaux et des conseils des maires. Il faut l'organisation de plusieurs rencontres d'information avec des experts indépendants. Et il faut aussi une géolocalisation du territoire, reliée à une connaissance fine des réalités environnementales et géographiques du dit territoire. Alors, pour nous, les référendums municipaux, c'est la raison pour laquelle on les demande, auraient pour effet d'obliger les élus à établir un parcours de consultation des citoyens comme partie prenante pour en arriver à une véritable acceptabilité sociale. Et c'est quoi une acceptabilité sociale, une véritable? Ben, c'est un projet respectueux des réalités locales et une adhésion au projet qui se donne en toute connaissance de cause, ce qui n'est pas du tout le cas présentement. Alors, je vais laisser la parole à Janie qui va, je pense, c'est important de récapituler nos demandes. Et donc, je laisse la parole à Janie. Donc, la coalition... Non, je pense. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est... La
coalition composée de 20 comités, 28 comités citoyens, des organisations syndicales, agricoles, des groupes environnementaux, des instituts de recherche. On vous demande, aujourd'hui, on demande au gouvernement de faire un moratoire sur l'éolien, le temps que ce BAP générique ait eu lieu, qu'un débat public sur l'avenir énergétique du Québec ait eu lieu, que les modifications au règlement nécessaire aient été faites pour que les référendums soient obligatoires avant que les projets soient acceptés, pour une vraie acceptabilité sociale. Et que tout soit mis en œuvre pour que ce soit une propriété publique de l'énergie. Et j'invite également tous ceux qui auront, à qui l'information de notre conférence de presse sera rendue, tous les groupes, tous les individus qui veulent donner leur appui à cette coalition-là, c'est le moment de le faire. On est en moment d'expansion, d'aller chercher le plus d'appui possible pour que ces demandes-là puissent être réalisées le plus rapidement possible. Et juste avant de terminer, je voudrais enlever un doute, si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui pourraient avoir ce doute-là qui m'a été transmis, que les opposants au projet éolien en Europe seraient tous affiliés ou subventionnés par l'industrie nucléaire ou pétrolière. Je vous garantis que ce n'est pas notre cas. C'est vraiment une initiative citoyenne du début à la fin. Et il n'y a aucun argent, aucun lobby pour d'autres types d'énergie qui est à la base de nos demandes, puis de nos revendications, puis de notre opposition. Voilà. Merci d'avoir été présent. De nombreuses heures de bénévolat donc on n'a pas. Et là, j'ai eu une demande spéciale de la part du président du LCFP Québec. C'est pas dans mon déroulement, mais je vais lui accorder quand même quelques secondes. Merci, Carole. Bien, écoutez, une nouvelle très fraîche. Ceux qui croient à cette cause-là et qui veulent s'impliquer, ben, on vous invite le 22 mars. Il y aura d'autres détails qui vous seront transmis. Le 22 mars à 13h, mettez ça dans vos agendas. Plusieurs événements seront planifiés en région. On vous attend en grand nombre. Le gouvernement doit entendre ce message-là haut et fort. Fait qu'on se voit le 22 mars. Entre-temps, ben, merci beaucoup de votre écoute aujourd'hui. Alors, nous allons passer à la période de questions. Alors, quand vous levez la main, vous désignez la personne à qui vous voulez poser la question, ou bien peut-être pas à l'ensemble des personnes qui sont en avant. Alors, la période de questions est ouverte. Ma question, c'était, est-ce qu'on pourrait changer le terme acceptabilité sociale et plus mettre le consentement social? Je trouve que ça serait plus cru comme compréhension à tout ça. Parce que acceptabilité, on dirait que c'est vague, on s'en fiche un peu. C'est ce qu'on veut. Oui, sur le terrain, mais sauf que c'est le terme consacré, l'acceptabilité sociale. Puis il s'agit de bien le définir et de bien le situer. Mais quand on accepte, c'est qu'on consent en principe. Mais le gouvernement, effectivement, Mme Fréchette, par sa trame de fond en faveur du projet, essaie de discréditer la... Et il y en a d'autres, j'aurais pu vous en citer parce qu'il y a le maire de Shawinigan, il y a aussi la Fédération québécoise des municipalités qui essaie de trouver d'autres termes parce qu'ils sont pris avec la notion d'acceptabilité sociale. Oui, M. Blaise. Oui, sur la question d'acceptabilité sociale, je pense que c'est plus une question de processus et de validation démocratique. Ce qu'on assiste présentement, c'est que la notion d'acceptabilité sociale est réduite systématiquement au consentement des communautés locales. Ce n'est pas un hasard, évidemment, si on désigne a priori une communauté locale comme co-bénéficiaire, co-actionnaire éventuel d'un projet, bien sûr que la question des besoins financiers va prévaloir sur toute autre considération. Et c'est justement pour ça, parce qu'on n'a pas adressé la question de l'acceptabilité sociale d'un point de vue collectif au niveau national, dans un processus transparent, et qu'on n'a pas validé ces critères-là en fonction de l'intérêt collectif, que la perversion de la notion d'acceptabilité sociale sous-tend systématiquement un modèle de développement comme celui-là. Et la conséquence première, c'est que les arbitrages collectifs qu'on n'a pas fait au niveau national et la réconciliation, les exigences de réconciliation des préoccupations sociales, environnementales et économiques, bien, les conflits de valeurs que ça suscite sont pelletés dans
les communautés locales, dans les régions, et c'est là que les conflits éclatent. Ça ne peut pas faire autrement. Carole avait bien résumé ça lors d'une dernière conférence de presse. Actuellement, on fait face à de l'acceptabilité sociale achetée. Carrément. Si je peux donner l'exemple de Test Canada. Test Canada, pour cette compagnie, l'acceptabilité sociale se résume sur le consentement des élus. Donc, et des élus, je parle des maires. Et je vous ai dit tout à l'heure que les maires ne consultent pas leurs citoyens, donc les maires, et les propriétaires qui accueillent les éoliennes. Donc, c'est véritablement une acceptabilité sociale achetée des promoteurs. Oui. Est-ce qu'on a une idée du nombre de maires qui sont aussi bénéficiaires, qui bénéficient financièrement du projet? Parce que vous avez parlé de conflit d'intérêts tantôt. Est-ce que c'est quelque chose qui est... Est-ce que c'est une donnée qui est connue ou il y a tous des ententes de non-divulgation? Donc, on ne sait pas. La donnée n'est pas connue, mais c'est suffisamment répandu qu'il y a eu des plaintes à la Commission municipale du Québec. Et il y a un maire, un conseiller municipal qui ont été relevés de leurs fonctions. C'est très rare que la Commission municipale du Québec met des conséquences. Et je sais que dans plusieurs municipalités, c'est le cas, mais il n'y a pas de recensement qui a été fait. Et malheureusement, même en conflit d'intérêts, souvent ils se permettent d'être présents lors des discussions et d'être présents lors des décisions, ce qui est totalement illégal par rapport aux lois du Québec. Par ailleurs, souvent, les conflits d'intérêts sont déclarés après les quelques semaines de transactions avec la compagnie. C'est-à-dire que la compagnie a contacté un des conseillers, mais ce n'est pas encore signé. Et c'est au moment où on signe qu'il déclare le conflit d'intérêts. Mais en réalité, il était en situation de transaction avec la compagnie. Mais l'acte officiel n'avait pas encore été fait. Et ce qu'on voit aussi, pour que la Commission municipale du Québec mette des conséquences, il faut qu'il y ait un conflit d'intérêt direct, donc de la personne, du conseiller ou du maire qui reçoit de l'argent pour les éoliennes. Mais ce qu'on voit aussi beaucoup et qu'on n'est pas capable de faire face à ça, c'est quand ce sont des proches. Donc, il y a ça beaucoup, des proches, des familles, etc., des enfants, des frères, des sœurs, et là, il n'y a aucune poignée là, pour pouvoir dénoncer ça. Oui, monsieur. François Paquet, je suis résident de Calixa-la-Vallée dans la MRC de la Germanie. Et puis, en voisin, la MRC de la Mégère fait aussi partie des régions qui sont touchées par cette forme de développement qui est proposée là, à la pièce. Là. Et puis, on se pose des questions. Merci d'avoir lancé cette initiative-là. On apprend déjà beaucoup de choses en vous écoutant. Mais il y a une chose, en dehors du fait que le processus semble douteux, là, ce processus de pseudo-acceptation sociale qu'on voit, là, que vous avez bien décrit, il y a une chose qui me... Nous, on essaie de se mobiliser pour voir comment, avec les voisins, les citoyens de notre région, on peut amener les gens à réfléchir là-dessus. Puis une chose que moi j'observe, je fais une parenthèse, moi je suis jeune dans le domaine de l'énergie, donc j'ai un langage où je suis capable... Mais je vois que les gens ont la difficulté à accepter l'idée qu'on est contre un projet qui se... Tu sais, une éolienne, a priori, c'est de l'énergie renouvelable. Et la notion de besoin ici, c'est clair qu'il y a une partie de notre énergie au Québec qui n'est pas en énergie renouvelable, le transport, les industries. Comment on fait pour argumenter encore plus fort, de façon raisonnable auprès de nos citoyens, de nos amis, de nos proches, pour leur dire « Je comprends que tu veux qu'on fasse notre part au niveau des énergies renouvelables. » Alors, j'amène ma question à peut-être Mme Ouellette. Vous disiez tout à l'heure, au début, j'ai manqué un petit bout, là, mais vous disiez on n'a pas tellement besoin de cette énergie additionnelle-là actuellement. Moi, j'ai regardé rapidement, puis je ne suis pas un expert du tout dans les bilans des stratégies énergétiques, mais je voyais qu'il y avait un gros changement dans la stratégie énergétique présentée par Mme Brochu juste avant son départ. Il y a eu un changement majeur quand M. Savie est arrivé. On se doute que ça vient des pressions ou de la vision de la CAQ. Mais jusqu'à quel point, puis quelles sont les sources d'informations surtout qui nous permettraient de s'éduquer et de comprendre quelle est vraiment la posture de notre situation énergétique, puis jusqu'à quel point on a besoin de faire plus d'énergie renouvelable pour remplacer du fossile. C'est ce bout-là, être capable de dire aux gens,
ben, on n'a pas besoin de 10 000 MW d'éolien en plus, mais 3 000 serait suffisant, ou pas pantoute, je ne sais pas, moi j'ai ma propre vision, mais je ne veux pas mettre en plus. Quelle est votre vision là-dessus? Là? Comment on peut argumenter? Il faudrait, ça ferait l'objet d'une conférence complète, mais vous dire rapidement, j'ai fait les calculs. Moi, je suis une ancienne gestionnaire chez Hydro-Québec. J'étais, entre autres, responsable de la planification, de la prévision, donc des grandes industries, parce que c'est ceux-là qui font vraiment la différence là, dans l'ensemble du portrait d'Hydro-Québec. Le résidentiel, puis la PME, là, c'est une courbe qui suit son chemin, mais tranquille, tranquille. C'est les grosses industries qui font la différence. Moi, je peux vous dire que selon mes calculs, on n'a pas besoin de nouvelle électricité. Mais ces calculs-là découlent du fait que des décisions, quand vous dites entre Mme Brochu et M. Sévia, il y a eu un gros changement. En fait, tout ça a commencé sous Mme Brochu et même sous M. Martel. Il y a un programme du gouvernement qui a voulu attirer, j'appelle ça les carnivores de la planète, avec un rabais d'électricité pour le gros industriel, le tarif déjà le moins cher de la planète à peu près pour l'industrie, et mettait un 20 de rabais là-dessus supplémentaire. Fait qu'est-ce qui arrive quand c'est tellement pas cher? Ben, ça attire tous les vautours, là. Et c'est ça qui est arrivé. Et c'est ça qui a fait qu'on est passé de surplus à pénurie, et aussi les deux contrats d'électricité, un signé par M. Martel, un autre signé par Mme Brochu, d'exportation aux États-Unis, 20 TWh. Et là, pour le programme là, de rabais, j'ai fait des demandes d'accès à l'information et on reçoit à peu près rien, mais j'ai fait des estimés à partir des règles de 3. Là, vous dites que vous connaissez l'énergie, fait que vous connaissez les règles de 3, à partir, et on parle de 70 TWh. Donc, on est rendu à 90 TWh de dilapidation de notre électricité à vil prix. Bien, c'est ça le problème. Et c'est ça qu'il faut défaire. Et il n'est pas trop tard pour défaire ça. Et en récupérant cette électricité-là, on en a suffisamment, avec l'expertise qu'on a en efficacité énergétique, en économie d'énergie, pour pouvoir sortir l'ensemble, je dis bien l'ensemble du gaz et l'ensemble du pétrole de notre équation énergétique. Si je peux juste donner un petit complément à cette question-là qui est très importante, qui est très fondamentale. Dans la plupart des pays industrialisés, en fait, on prend prétexte de la décarbonation de l'économie, de nos économies, qui est vraiment un enjeu urgent d'un point de vue climatique. Ce n'est pas dans 10 ou 20 ans, c'est immédiat. Mais on prend prétexte de cette décarbonation-là, qui est évidemment nécessaire et urgente, pour finalement mettre en place une espèce de grande relance de l'investissement industriel, tant dans le secteur de la production et du transport d'électricité que dans le développement des nouveaux investissements industriels dans des filières dites propres. Or, si on investit, pour ne parler que du Québec, si on investit d'ici 2035, le plan d'action du Québec, 180 milliards de dollars en nouvelles immobilisations. Prenez la mesure, là, la valeur totale des actifs d'Hydro-Québec au 31 décembre 2023, dernier rapport annuel complet, c'est un peu plus de 90 milliards. Si on investit de telles sommes sans avoir mis en place des mécanismes contraignants qui nous assurent qu'on réduit au moins d'une valeur équivalente les produits pétroliers qu'on utilise ou gaziers, qu'est-ce qui va arriver? On va tout simplement créer une ponction budgétaire additionnelle là, importante sur le budget des entreprises comme les ménages, appauvrir graduellement leur capacité de supporter toute autre dépense pour toute autre activité économique. Et on n'aura toujours pas réduit d'un seul litre d'essence et d'un seul mètre cube de gaz naturel notre consommation totale de produits pétroliers. C'est un scénario absolument dangereux d'un point de vue financier, d'un point de vue de l'intérêt collectif. Donc, quand on nous dit tout ça, les nouveaux parcs éoliens, c'est pour la décarbonation, c'est le devancement des investissements sur la prémisse ou la présomption qu'on va abandonner les énergies fossiles, mais sans plan à cet effet-là. Et c'est ça qui est absolument dangereux d'un point de vue financier pour la collectivité, surtout dans un contexte aujourd'hui où ni la démographie, ni la croissance des revenus, ni la stabilité géopolitique, ni la stabilité climatique sont comparables à la réalité d'il y a 50 ou 60.
Ce n'est pas en vertu des mêmes critères et de la même lecture de la réalité qu'il faut prendre les décisions aujourd'hui. Il y a quelqu'un d'autre en ligne qui voudrait poser une question. D'un journaliste du Nouvelliste, M. Max Gessler. La parole est à vous. Oui. Merci, vous avez réussi à ne pas massacrer mon nom de famille. Ben, écoutez, j'aurais deux questions en fait sur la coalition en tant que telle. J'aurais voulu savoir d'abord depuis combien de temps vous avez commencé à justement mettre vos efforts en commun. Je vois la mobilisation s'organiser très fort là, dans les MRC de Mekinac et des Chenaux. Je vois aussi un peu ce qui se passe du côté de Nicolas Yamaska. Mais là, de vous voir tous rassemblés comme ça aujourd'hui, pour moi, c'est une première. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres occasions par le passé que j'aurais peut-être loupées? On a commencé une première rencontre de tous les comités qui étaient connus du groupe de Nicolas Yamaska en mars 2024. Mais on n'était pas encore rendu à faire une sortie publique. C'est comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est beaucoup de travail bénévole de tous ces groupes-là et ça a pris un peu de temps avant qu'on soit fort prête à faire cette sortie-là avec vous aujourd'hui. Mais ce ne sera pas la dernière. Et on va continuer d'agrandir cette coalition-là. Il y avait une deuxième question? Oui. Oui, la deuxième, j'avais demandé justement, ça va être quoi c'est quoi la suite des choses? Là, on a vos demandes aujourd'hui, elles sont très claires, mais comment, c'est quoi la suite des choses là, pour ce mouvement-là? La suite, c'est de trouver de plus en plus d'appui à cette cause-là, puis de faire augmenter la pression encore pour qu'on puisse aboutir avec une réponse à ces demandes-là le plus rapidement possible. Puis on va vous faire signe, évidemment, dès qu'on sera prête pour la prochaine étape. Oui. Merci beaucoup. Alors, monsieur, oui. Oui, bonjour. Je suis Jacques-Benoît de GMOB. On appuie la conférence aujourd'hui. Je voudrais profiter de l'occasion, parce que j'ai M. Blais qui est là, qui siège à la Régie de l'énergie, je crois. Non, je suis analyste indépendant, j'ai fait des dizaines, peut-être des centaines de dossiers de la Régie de l'énergie. Oui. Ben, c'est parce que, juste pour dire que j'avais quand même certaines connaissances que moi je n'ai pas, j'ai accès à certaines informations que moi je n'ai pas. Même chose pour Martine. Martine, tu disais tantôt que les entreprises peuvent bénéficier de tarifs relativement bas, comparativement à peut-être ailleurs, et surtout même comparativement à peut-être à ce que les individus, les citoyens payent. J'ai un peu de misère à comprendre la grosse déclaration qu'on a eue hier, de l'Association des consommateurs industriels, qui vont essayer de nous faire verser toutes les larmes de notre corps en disant qu'eux payaient des tarifs incroyablement élevés comparativement aux citoyens ordinaires qui, eux autres, payent vraiment très, très, très bas tarifs. Donc, au bout de l'année, puis même Pierre-Olivier Pinault qui est venu nous dire que les industries payaient 130% du tarif normal, puis alors que les citoyens payaient 80% du tarif normal. Moi, je voudrais juste comprendre, ça a l'air vrai, deux affaires quand ils disent ça, mais dans les faits, là, on peut-tu vraiment affirmer ce qu'ils viennent d'affirmer là? En fait, on va remettre les pendules à l'heure. Hydro-Québec est une entreprise publique avec un contrat social. Que l'électricité soit accessible. L'électricité au Québec, il fait froid, on peut même dire qu'il fait fret aujourd'hui, et on a besoin d'électricité pour se chauffer. Donc, il y a un choix social qui a été fait, qu'en termes de rentabilité, parce que les citoyens ils ont tout un réseau de distribution, donc ça coûte un peu plus cher de rendre l'électricité qu'à la grosse usine. Le profit généré par la vente au résidentiel est moindre que le profit généré par la vente à l'industriel. Le gros industriel, là, Hydro-Québec génère à peu près 5 % de profit, ce qui est vraiment faible. Il n'y a aucune entreprise privée qui accepterait de livrer à ce prix-là. Et je parle de la grosse industrie, ce qu'on appelle les 5 MW et plus, qu'on appelle le tarif L. Et c'est à peu près le plus bas sur la planète, dans une région où il y a une stabilité, où il n'y a pas de dictature, on va se dire ça comme ça, là. C'est le tarif le plus bas de la planète. Et par-dessus ça, ils ont rajouté un 20 %. Et là, vous voyez là, la désinformation, je l'ai vu la sortie d'hier. C'est celui qui est d'ailleurs aussi à la tête là,
du groupe conseil pour faire face aux tarifs de Trump, c'est le président de l'Association de l'aluminium du Canada. Ben, il faut savoir que les alumineries au Québec sont dans les grosses industries, celles qui payent encore moins cher que toutes les autres. Et là, je ne vous parle pas de Rio Tinto, qui l'a à peu près à 0,5 cents le kilowattheure, ce qui est une aberration totale, ce qui est un contrat social qu'ils ne respectent plus du tout, qu'ils n'ont jamais respecté. Et on laisse ça aller. Ils continuent à couper des emplois et on continue à laisser aller l'électricité. Donc, c'est ça qui est en train de se passer. C'est une dérive totale et c'est pour ça que ça prend un vaste débat public pour qu'on puisse avoir cette vision globale-là. Quand ils disent « on manque d'électricité », ben non, on ne manque pas d'électricité. C'est qu'on l'accorde à vil prix à des entreprises qui ont peu ou même pas de valeur ajoutée. Le nombre de, excusez-moi l'anglicisme, mais de databases, des centres de données qui ont été acceptés au Québec juste pour emmagasiner de la donnée qui n'a pas de valeur ajoutée, c'est hallucinant, là. Puis des projets qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc, la crypto-monnaie, l'hydrogène qui est une aberration complète, toutes ces mauvaises décisions-là qui sont faites, et là je rejoins Jean-François, de façon consciente, délibérée, pour créer des pénuries de toutes pièces, puis par le fait même d'aider des petits amis à pouvoir faire plus d'argent, puis on sait que cet argent-là s'en va dans des paradis fiscaux, sort du Québec. C'est hallucinant ce qu'on est en train de vivre, et c'est ça qui se passe, et c'est pour ça qu'on veut essayer de réveiller l'ensemble de la société, parce que ça ne touche... Oui, ça touche directement les citoyens qui vont être aux prises avec des éoliennes industrielles. Là. Je ne sais pas si vous imaginez c'est quoi à côté de chez vous. Là. On n'a pas parlé de tous les problèmes de santé que ça peut générer. La conférence de presse ne peut pas permettre de tout faire ça, là. Mais il y a des problèmes réels. Là. Il y a des problèmes réels de nuisance, de santé, d'impact sur l'environnement, sur la faune. C'est fou, là. C'est ça. Est-ce que M. Blais pourrait... Sur la question précise de la justification des tarifs d'une catégorie de consommateurs ou d'une autre, ce qu'on entend régulièrement évoquer, c'est l'interfinancement des catégories tarifaires. Donc, je vais essayer de l'expliquer très sommairement. L'interfinancement repose sur une équation assez simple. Supposons que je projette, moi, comme distributeur au Québec, les revenus que vont générer les tarifs résidentiels, on a une catégorie, l'année prochaine, et que, comme dénominateur, j'utilise les coûts qui devraient être parmi l'ensemble de mes coûts comme distributeur, la part des coûts qui devraient être récupérés auprès des clients résidentiels. Ben, si les revenus générés par les tarifs existants ne couvrent pas les coûts, on va dire, ben, les clients résidentiels génèrent des revenus de l'ordre de 90% des coûts qu'on devrait récupérer auprès d'eux, ou 81%. Évidemment, le numérateur dans l'équation, c'est les revenus réels qui seront générés l'an prochain avec les tarifs existants. Mais le dénominateur, ça dépend de la justesse et du degré de précision de l'allocation, comment j'alloue mes coûts, moi, comme distributeur, entre mes catégories de clients. Or, du point de vue dans le cas d'Hydro-Québec, on ne peut même pas parler d'une méthode d'allocation des coûts. On peut parler d'une façon d'allouer les coûts, mais elle est entachée par tellement de décisions arbitraires, cette allocation des coûts-là, notamment la pondération du prix de l'énergie patrimoniale entre les catégories d'usagers, le fait que Hydro-Québec elle-même, dans ses usages du réseau de transport et des équipements de production destinés à ses exportations, donc ses activités non réglementées, n'est pas assujettie aux mêmes règles d'allocation des coûts. Tout ça a des effets défavorables sur la quantification du ratio revenu-coût des clients résidentiels en particulier, et favorable pour ce qui est de la quantification du ratio revenu-coût des clients industriels. Cela étant dit, d'ailleurs, j'ai envoyé un courriel pas plus tard qu'hier à Olivier Pinault pour lui dire, écoute, Pierre-Olivier, quand on se parle d'une coupe d'affaires que tu ne catches pas dans l'allocation. Bon. Mais, cela étant dit, même si l'allocation des coûts était fiable et reflétait véritablement les coûts qu'on doit récupérer entre les différentes catégories de consommateurs, comme Martine l'a mentionné,
Les clients industriels, il y a la moitié de tous les volumes vendus au secteur industriel qui sont vendus en vertu de contrats spéciaux. C'est 7 grands détenteurs de contrats spéciaux qui accaparent la moitié de toute l'électricité vendue au secteur industriel, principalement des aluminiums, qui payent moins que le tarif L, le tarif régulier. Le tarif, les clients, donc les 50% de volume qui sont vendus aux clients réguliers qui payent le tarif L, bien, sur ces 50% de volume-là, il y a plus des 2/3 des clients, en fait, qui bénéficient du rabais de 20%, la remise de 20%, qui est offerte en vertu du programme d'aide au financement de l'investissement, le PAFI, administré par le ministère des Finances. Autrement dit, même si les revenus générés par les clients industriels couvraient tout juste les coûts qu'on est supposé récupérer auprès d'eux, d'un point de vue tarifaire, ils ne couvrent pas après rabais les revenus totaux qu'on devrait obtenir. Autrement dit, si on ne les interfinance pas via les tarifs des autres catégories de clients, on les interfinance via notre fiscalité par nos aides. Ça, c'est la réalité des choses. Et l'aspect qui est le plus important et déterminant en ce moment, ce n'est pas la question de l'interfinancement entre les différentes catégories de clients. Ça se corrige en modifiant les structures tarifaires, en révisant l'allocation des coûts, les principes de la substance. C'est l'interfinancement des nouveaux investisseurs industriels par la collectivité des clients existants. Pierre Fitzgibbon a attribué près entre 2000 et 2500 mégawatts de blocs de puissance pour différents projets industriels depuis l'adoption du projet de loi numéro 2 il y a à peine 2 ans. Ça va se traduire, si tous les projets se réalisent, par une augmentation de la consommation du secteur industriel de 20 TWh par année, 10% de toute la consommation du Québec. Et ces clients-là, qui se sont fait offrir d'investir au prix du tarif L, vont payer actuellement, c'est 5,3 cents. Mettez le taux d'indexation que vous voulez pour les années à venir. On va payer les approvisionnements additionnels d'électricité dont on aura besoin pour les alimenter 10, 11 ou 12 cents. Ça veut dire qu'il va y avoir un tel déficit des revenus générés par ces nouveaux clients industriels-là que l'ensemble des clients vont devoir éponger ce déficit-là. Et tenez-vous bien, là, sur un horizon de 20 ans, qui est l'horizon des contrats d'approvisionnement du Québec Distribution, ce déficit-là à éponger par la collectivité des clients existants va se chiffrer à 20 à 23 milliards de dollars au total sur 20 ans. Ça, c'est le cadeau de sortie que Pierre Fitzgibbon nous a donné. Alors, il est à souhaiter qu'une partie de ces projets-là ne se concrétise pas. Parce que la facture pour l'activité. Alors, là, j'ai essayé de remettre en perspective la question de l'interfinancement. Le problème d'interfinancement, c'est celui des nouveaux investisseurs industriels par la collectivité. On est en train de leur transférer petit à petit, à force de leur offrir de l'électricité pour la moitié du prix qu'elle va nous coûter, on est en train de leur transférer à petit feu l'usufruit de la valeur patrimoniale des équipements qu'on a déjà payés. C'est ça le résultat. J'allais dire qu'on comprend mal pourquoi il était aussi arrogant, Fitzgibbon, avec le tel cadeau. Mais ça me brûlait les lèvres. Monsieur, et après monsieur. Oui, bonjour. Jean Latraverse, je suis de la ville de Varennes, MRC Marguerite Diouville. J'ai une question sur les référendums. Je suis arrivé en retard, je m'excuse, il y avait le trafic qui était horrible là, ce matin. Dans notre MRC, nous avons les 80 000 habitants à peu près. Si je prends l'exemple de la ville de Varennes, c'est 20 000 à 21 000 habitants. On est à peu près 600-700 dans la zone agricole d'habitants. C'est ces gens-là qui vont subir évidemment les effets néfastes des éoliennes industrielles. Comment vous... quelle est votre pensée sur ces référendums-là? C'est des référendums pan-nationaux qui vont consulter tout le monde? Non, en fait, ce n'est pas un référendum justement par MRC. Parce qu'on sait qu'un projet éolien, ça s'installe dans une partie du territoire et qu'il y a plusieurs personnes, enfin, il y a plusieurs parties du territoire qui ne sont pas impactées par le projet éolien. Alors, si on fait un référendum par MRC, ben, c'est la majorité qui va l'emporter qui n'est pas impactée. Donc, pour nous, c'est vraiment des référendums municipaux.
Ça doit aller par municipalité, là où il y a un projet éolien. Et la municipalité qui accueille les éoliennes, je vais essayer là, de vous le traduire là, de façon stricte. Je prends chez nous, avec TES Canada, il y a 2 MRC qui sont concernés, mais il y a 6 municipalités dans une MRC et 6 municipalités dans l'autre MRC. Donc, ça veut dire qu'il y a 12 municipalités sur 20 municipalités qui sont concernées par le projet. Alors, le référendum municipal aurait lieu dans les 12 municipalités et non pas dans les 20 municipalités. Seules les municipalités concernées par le projet. Pour justement qu'il n'y ait pas l'écart entre la majorité, en fait, qui n'est pas impactée et la minorité qui l'est. Non, je comprends, mais dans une MRC comme la nôtre, qui est quand même urbanisée, plus que les autres, les MRC, là, Nicolet, Yamaska ou les autres, là, vous avez plus de... Il y a moins de noyaux urbanisés que Marguerite-Diouville. Je donnais l'exemple de Varennes tantôt. La MRC a initié maintenant une consultation. Là, ils commencent ils veulent installer des projets éoliens dans les prochaines années. Ils vont commencer un processus de consultation. Moi, je suis allé à toutes les consultations qui ont eu lieu dans toutes les villes de la MRC. C'est évident qu'on va se faire noyer par les gens qui viennent du secteur urbanisé s'il y a des référendums. C'est certain. On est trop en minorité dans la zone agricole et dans les zones de la campagne, si vous voulez. Donc, je ne sais pas quelle suggestion vous auriez pour une MRC comme nous. On demande que ce soit des référendums municipaux pour pas que ce soit des référendums qui sont à plus grosse échelle, mais c'est vrai qu'il y a des municipalités dans lesquelles il y a un assez grand espace pour que la majorité de la population de la municipalité ne soit pas impactée par les éoliennes et que la petite portion rurale, effectivement, serait noyée par la majorité. Oui. C'est des cas particuliers, puis oui, on peut demander des choses plus précises dans ces cas-là. L'important de notre demande, je pense aujourd'hui, parce qu'on parle pour tout le Québec, c'est qu'on en arrive à une vraie acceptabilité sociale au bout de la ligne, puis que les gens qui sont impactés ne soient pas laissés pour compte dans les projets éoliens qui vont être décidés. Mais vous apportez une nuance qu'il va falloir penser effectivement en termes de réglementation pour ces municipalités-là. Mais il faut savoir que demander des référendums municipaux, c'est déjà une demande qui est énorme. Hein? Parce qu'il n'y a aucune MRC, ou presque, je ne dirais pas aucune, mais la très grande majorité des MRC ne veulent absolument pas consulter. Et un référendum municipal qu'on demande, c'est décisionnel, c'est pas consultatif. Parce qu'on peut consulter des gens ad vitam aeternam, mais ne pas tenir compte, alors que le référendum municipal, c'est réglementaire, donc il devrait en tenir compte. Mais il y a des cas, et là j'allais dire le diable est dans les détails, là, mais il y a des cas. Mais déjà notre demande est extrêmement conséquente, mais on est conscient, pardonnez-moi messieurs, mais on est conscient que il va falloir regarder ça de plus près. Mais déjà la demande de référendum décisionnel est extrêmement importante. Carole, si je peux ajouter. Oui, effectivement, on sait qu'au niveau régional, il va y avoir des défis. C'est pour ça que nous, au niveau du SFP, et avec les organisations de la société civile, on milite pour un plan national aussi. Parce que plusieurs d'entre vous ont sûrement déjà entendu parler du plan du PG, là, le plan de gestion intégrée du réseau électrique. Ce gouvernement-là ne sait pas où il s'en va. Ce gouvernement-là ne nous a pas fait part de son plan. Et en demandant et en prônant pour aller vers un plan d'action national, ben là, à ce moment-là, ça pourrait enlever une certaine pression en région que le point de vue que vous amenez est tout à fait réaliste et tout à fait opportun parce que oui, il y a des groupes qui peuvent s'organiser. Comme nous, on s'organise contre le projet, ben, il y a des groupes qui doivent s'organiser pour. C'est pour ça qu'avec un plan national, en impliquant toutes les personnes et les ressources concernées, ben là, on va avoir un meilleur plan d'action, savoir où le gouvernement s'en va. On a une question en ligne, donc on va laisser la personne en ligne parce que c'est injuste pour eux. Puis là, on va devoir mettre fin à la période de questions. Là, il y a monsieur à côté là, qui lève la main depuis tantôt. Là, je vais vous le laisser après. Oui, nous avons une question de Cynthia. Oui, bonjour. Je m'appelle Cynthia. Moi, je suis résidente de Baie-Saint-Paul. En ce moment, on a un BAP dans notre région concernant le projet éolien des Neiges, secteur Charlevoix.
Avant de poser ma question, je veux juste dire que c'est important un BAP générique parce que la communauté scientifique en a besoin pour donner une réponse à la hauteur des besoins qu'on a au niveau de la compensation environnementale face à ces projets-là. Puis ça, ben, il faut que ça soit comme organisé ensemble, au bon endroit, en lien avec les aires protégées. Fait que je veux juste comme réitérer que c'est important d'avoir un BAP générique. Sinon, ma question, moi j'ai demandé, j'ai plus un background en sciences, là, dans l'environnement. Le gouvernement, il y a une responsabilité légale par rapport aux espèces à statut. Nous, on a du caribou dans notre région. J'ai demandé, en fait, si dans le fond, le gouvernement, il pouvait comme un peu se responsabiliser en passant par au Québec pour ses responsabilités légales. Est-ce que le fait d'être comme le seul actionnaire d'Hydro-Québec, puis d'acheter de l'électricité via Hydro-Québec, ça peut comme... Il peut faire comme ben c'est pas moi, c'est Hydro-Québec, fait que je peux comme me déresponsabiliser par rapport à mes engagements légaux. Est-ce que c'est comme une stratégie qui est employée? Puis ma deuxième question, c'est en cas de panne majeure, est-ce qu'il y a des communautés dans d'autres régions qui se sont fait dire qu'il allait avoir la priorité si jamais sur leur territoire, si jamais il y avait une panne majeure, parce qu'eux, au moins, ils ont fait leur effort d'avoir des éoliennes sur leur terrain? Ça. Pour répondre à la deuxième question, moi, je n'ai pas entendu dans tous les projets éoliens qu'on a analysés, tous les groupes qu'on a côtoyés, qu'il n'y avait jamais de priorité locale à l'énergie éolienne qui était produite sur place. Ça s'en va sur le réseau d'Hydro-Québec, puis en cas de panne, il n'y a pas de priorité dans ma compréhension. Puis je vais laisser, je pense, M. Blain répondre à la première question. Non, bien, sur la question d'accorder la priorité, il n'y a pas d'indication que le principe de desserte obligatoire soit remis en question. C'est quand même fondamental. La première, il y avait le fil conducteur de la question, en fait, c'était est-ce que le gouvernement du Québec se décharge de ses responsabilités sur Hydro-Québec? Et en fait, le gouvernement du Québec avance, je pense, de façon planifiée, mais sans dire ce qu'il fait. C'est ça qui est assez grave. Et puis, vu que la question est soulevée en termes d'imputabilité, je pense qu'on a plus qu'un problème de transparence et de validation démocratique des orientations mises d'avant par le gouvernement. On a aussi un problème de gouvernance plus large, en ce sens que notre régie d'énergie qui serait équipée pour prendre des décisions et rendre des avis sur des enjeux collectifs se voit continuellement mettre des bâtons dans les roues, pas juste par le gouvernement actuel, mais les précédents également, mais le gouvernement actuel encore davantage. Et d'autre part, on a un conseil d'administration chez Hydro-Québec, composé essentiellement de personnes qui sont issues des milieux financiers, des milieux bancaires, qui sont nommées à la discrétion du pouvoir exécutif. Je vous mettrai au défi ici, n'importe qui dans la salle, de me dire aujourd'hui qui est le président ou la présidente actuelle du conseil d'administration d'Hydro-Québec. Je serais certain que personne n'est capable d'y répondre. Moi-même, comme analyste, il faudrait que je vérifie en temps réel. Pour vous dire à quel point il n'y a pas de reddition de compte directe des décisions qui sont prises par Hydro-Québec. Alors, on est coincé dans une espèce de jeu de ping-pong perpétuel où tant Hydro-Québec que le gouvernement, la régie instrumentalisée aux besoins, se renvoie la balle, puis finalement, les citoyens n'ont pas une prise réelle, puis je dis les citoyens au sens large, mais n'importe quel des groupes d'intérêt constitués qui veulent faire des représentations formelles, n'ont pas une prise réelle sur l'issue politique des processus décisionnels. Et puis, les leviers dont on dispose, leur fonctionnement est entravé et détourné continuellement. Alors qu'il s'agisse de déléguer des questions importantes au BAP quand il y a des examens larges à faire, qu'il s'agisse d'attribuer à la Régie de l'énergie les responsabilités complètes et toute l'indépendance institutionnelle dont elle a besoin, qu'il s'agisse de respecter la séparation des pouvoirs. Le gouvernement actuel de la CAQ n'est pas là. Il n'est pas là. On est dans un régime d'autocratie, puis c'est un petit peu l'héritage de notre système parlementaire, partisan. Je vais prendre les deux dernières questions parce que le temps file à vive allure. Donc, monsieur qui avait levé la vie depuis belle lurette. Bonjour, Pierre Renard de Saint-Pie. Je viens du monde agricole. Sachant que les MRC
qui représentent le monde rural, ont pas mal tout tranché avec les distances séparatrices. Ils ne respectent pas les distances séparatrices qui sont vivement souhaitées par les fabricants. Est-ce que tous ces projets-là dans le monde agricole ne se soumettent pas à une débandade de poursuites et avec raison de citoyens qui vont se sentir lésés par... on parle maintenant des sons basse fréquence qui sont très très méconnus, mais avec l'agrandissement des pales, ça risque d'être un problème majeur qui s'en vient. Donc, est-ce qu'il ne risque pas d'être poursuivi avec justice pour ça? Écoutez, je pense qu'à l'évidence même, le modèle d'acquisition, de monnayage de l'accord des communautés se répercute aussi à l'intérieur des communautés et dans les différents secteurs d'activité, dont le secteur agricole. Évidemment, deux citoyens qui sont voisins, si un agriculteur qui, pour obtenir un peu plus de revenus, accepte de donner en location la disponibilité de sa terre pour l'implantation d'éoliennes, ben, le premier voisin, lui, s'il n'est pas nécessairement favorable à ça ou s'il n'est pas sollicité directement, il va avoir des inconvénients sans avoir d'avantages financiers. Alors, voyez-vous à quel point ce système de monnayage-là, jusqu'à la base, crée des conflits de valeurs et des conflits d'intérêts aussi entre les citoyens, entre les groupes de citoyens, entre les communautés. C'est un modèle qui est destiné à ruiner la cohésion et la solidarité sociale d'un point de vue financier, mais d'un point de vue démocratique aussi. Et puis, je ne pense pas qu'on peut ignorer la gravité des conséquences de ça. D'ailleurs, à l'intérieur du milieu agricole, il va y avoir les mêmes conflits de valeurs, les mêmes conflits d'intérêts entre certains agriculteurs qui sont prêts à accepter contre rémunération de louer leur terre pour l'implantation d'éoliennes, puis d'autres un peu plus loin qui disent non, il y a toujours bien des maudites limites. Si les activités agricoles souffrent de problèmes structurels et qui ont besoin de meilleur encadrement, de meilleur soutien financier, c'est pas en allouant nos terres pour n'importe qui veut produire de l'énergie qu'on va résoudre ces problèmes-là. C'est la façon dont le territoire agricole est divisé au Québec. Si on respectait les distances des fabricants, il n'y a à peu près pas de projet. Il y a l'éloignement des zones agricoles, la conservation des activités agricoles, des vocations, pas juste agricoles aussi. Pour d'autres régions, c'est des vocations agriculturistiques importantes, la valeur des paysages. Il y a des conflits d'usage et d'occupation du territoire aussi qui sont multipliés par cette planification-là qui n'est pas, comme je le disais, faite en amont d'un point de vue collectif en fonction de l'intérêt commun. Alors, c'est une ribambelle de répercussions à tous les niveaux. Les conflits ne sont pas résolus, qu'on ne les résout pas collectivement. Bien donc, ils sont pelletés dans le champ des régions, dans le champ des localités. Il faut dire aussi que, comme je l'ai dit au début de la conférence, avec les méga-éoliennes, puis je les appelle exprès, méga-éoliennes industrielles, on utilise les mêmes distances séparatrices qu'avec les petites éoliennes qu'on trouve bien mignonnes là, en Gaspésie, mais qui n'ont aucune comparaison. Donc, ce qui fait que ça amplifie le problème. Les distances séparatrices, les promoteurs disent toujours oui, mais on respecte les règlements du Québec. Mais le problème, c'est que c'est des normes désuètes au Québec pour permettre à l'industrie de s'installer, dont les terres agricoles. Alors, tout est fait pour permettre à l'industrie de s'installer. Une éolienne de gros calibre, pour ceux qui n'en ont pas à proximité de chez eux, c'est comme un gratte-ciel d'une hauteur de 50 étages. C'est plus haut. Et davantage, souvent dans les Donc, monsieur, une dernière question. Désolé. Oui. Fernand Deschamps, je suis ingénieur à la retraite. J'aurais été intéressé d'avoir des commentaires de qui voudra le faire sur le fait que les conflits d'intérêts privés au sein de l'Hydro-Québec, c'est une chose qui, à mon avis, doit être adressée. J'ai en tête le fait que, comme vous le savez, la firme d'ingénieurs de cabinet conseil McKinsey, ça a été montré une maintes fois, qui s'immisçaient dans les affaires de l'Hydro-Québec au point qu'ils allaient même dans des réunions. Ces gens-là se retrouvaient dans des situations où ils entendaient de l'information confidentielle. Ils pouvaient après aller voir d'autres clients qui étaient avec
peu avec cette firme-là et qui soumissionnait des fois sur des choses de l'Hydro-Québec. Je trouve ça très sérieux parce qu'on a le cas même du Michael Sebia, qui était avec la Banque d'infrastructure, qui a même été sous-ministre sous Chrystia Freeland, qui a amené ce fameux budget qu'on a vu en 2023, où toute cette affaire de dire on va maintenant financer tout ce qui est l'économie verte à gros points, dont entre autres les sociétés d'entreprises d'État comme l'Hydro-Québec. Alors je suis intéressé de savoir s'il y en a qui auraient des choses à dire, à ajouter sur ce que je viens de dire. En fait, votre commentaire est extrêmement... Oui, vas-y. Je m'excuse, je me suis absentée parce que je suis avec une équipe extrêmement réduite. J'ai eu plusieurs demandes de journalistes, puis mon équipe là est pas disponible ce matin, fait que je suis désolée. Mais votre commentaire est extrêmement pertinent. Et quand je vous dis Michael Sebia, c'est l'expert de privatisation, il a été mis là pour ça. Il a commencé sa carrière avec la privatisation du CN. Il a fait la privatisation d'une partie du transport collectif à Montréal avec le REM, parce que même si c'est la caisse de dépôt, qui est l'argent des citoyens, c'est un projet privé qui peut être vendu n'importe quand, et c'est de la tarification séparée. Donc, il est en train de tout morceler le transport en commun à Montréal. C'est une vraie catastrophe. Et il a fait la Banque d'infrastructure du Canada, on va se le dire, c'est une banque de privatisation, après être partie de la caisse de dépôt et de placement, et vous l'avez dit. Et les consultants internationaux comme McKinsey et les autres, qui ne sont pas les seuls, ce sont des entreprises qui viennent faire la promotion des intérêts privés et qui se font ouvrir la porte par des PDG d'institutions publiques qui ne sont pas au service du bien commun. Donc, je n'ai jamais compris cette idée de vouloir aller chercher supposément les meilleurs dans le privé. C'est pas parce qu'ils sont dans le privé qu'ils sont meilleurs. C'est assez... Je vais aller à l'encontre des visions établies. Le privé, c'est assez facile à gérer. C'est rien que le profit qui mène. Le reste, là, ça ne fait pas partie de l'équation. C'est bien plus facile de gérer en fonction d'un seul critère que de gérer en fonction de plusieurs critères. Donc, ils vont chercher ce qu'ils appellent des top guns, mais qui ne sont pas top guns pantoute pour le bien commun. Et ça fait longtemps à Hydro-Québec qu'on a vécu ça. Moi, je l'ai vécu, là. Des anciens du gaz. C'est le secteur de l'énergie, mais le gaz et l'électricité, ça n'a rien à voir, là. On a eu André Caillé, qui a voulu faire rentrer le gaz à Hydro-Québec full pin, qui a été celui qui a lancé les éoliennes privées, qui a essayé Beauharnois, mais qui a fait la centrale Bécancour qui nous coûte, le Sur-Royal à Beauharnois, mais qui a fait par en arrière la centrale Bécancour qui nous coûte à peu près 120 à 135 millions par année pour être fermée. C'est assez épouvantable. Là. Puis ça, c'est de l'argent que Gaz Métro, Énergie maintenant met dans ses poches, TransCanada met dans ses poches. On a eu ensuite Thierry Vandal, on a eu Sophie Brochu, qui était en conflit d'intérêts en signant des accords, des ententes avec Énergir pour supposément payer Énergir, Gaz Métro, pour la pointe, alors qu'il y a d'autres façons de gérer la pointe. Il y a même des poursuites en cours pour que ce ne soit pas Hydro-Québec qui absorbe ça dans ses tarifs. Elle dit, je m'en fous. Elle dit, même si j'ai perdu la régie de l'énergie, je vais le mettre dans le fonds consolidé. Fait que c'est pas de la poche du consommateur d'électricité qui va payer, c'est la poche du contribuable. Donc, ça a été ça, son attitude. Et elle a signé les contrats et les projets. Et maintenant, on a Michael Sebia. Donc, tous ces gens-là font partie de la grosse clique de privatisation du privé. Et c'est très problématique que nos élus, et il est là le problème, que nos élus embarquent dans cette game-là à partir de Lucien Bouchard. Et tous les autres par la suite, je suis triste de vous dire ça parce que j'ai fait partie d'un certain gouvernement et j'ai dû me battre à l'interne et je l'ai vu à l'interne à quoi ça ressemblait. Et je vais le répéter pour que vous ne soyez pas trop découragés. Mais le pouvoir citoyen, il est plus fort que le pouvoir de l'argent. Et c'est pour ça que je trouve ça si important, tous ces mouvements-là, partout au Québec. Moi, j'en ai rencontré plusieurs, je suis allée faire des conférences, des gens qui, de leur propre initiative, s'organisent, se tiennent debout. Et je vous confirme ça parce qu'il y a une étude qui a été faite du temps que j'étais, puis je m'excuse, je termine là, qui a été faite du temps que j'étais ministre de l'Environnement. Je ne me rappelle plus si c'était McKinsey ou Deloitte Touch, mais
une de ces grosses firmes de consultants internationales, pour les mines. Et qui a dit, le plus grand risque pour les mines, c'est pas le prix des métaux, c'est pas de pas d'en trouver alors qu'ils pensaient en avoir, pourtant c'est des risques assez importants, ces risques-là. Ce sont les populations locales. Et c'est un secret qui est trop bien gardé. Ils veulent surtout pas qu'on sache, parce qu'ils ont des pieds d'argile. Ces colosses-là, ils ont des pieds d'argile. Et c'est notre pouvoir citoyen qui va faire la différence. C'est tout ce qui est en train de se passer à travers le Québec, à travers pour un choix éclairé, vent d'élus. C'est une révolution en cours et moi, ça me donne énormément d'espoir pour le bien commun. Juste brièvement, en complément de cette question-là, qui porte sur l'influence et on peut même dire l'implication des valeurs du secteur privé dans l'administration de notre plus grande société d'État. Je pense que c'est justement, notamment et en grande partie, pour des raisons de cette nature-là, que le mode de nomination du conseil d'administration et sa composition devraient être revus pour assurer la représentativité sociale au sein du conseil d'administration d'Hydro-Québec et son indépendance. Alors, il ne faut pas que ça relève du pouvoir exécutif, il faut que ça relève de l'Assemblée nationale, la nomination. Il devrait y avoir des postes électifs qui soient représentatifs de toutes les factions de la société et des groupes de clients. Et de ce fait, une obligation de transparence et de reddition de comptes qui n'existe pas. À partir de ce moment-là à partir du moment qu'on a un président directeur général ou une présidente directrice générale compétente, elle ne pourrait pas se livrer en toute discrétion à des dérives qui sont contre lesquelles. Ben, écoutez, quand on parle de trafic d'influence, j'aimerais juste rappeler à tout le monde qui sont ici en virtuel que le mois d'août 2023, une conseillère du bureau de M. Fitzgibbon a été nommée la chef de cabinet de Michael Sebia. Donc, tout est dans tout. Donc, à chacun d'entre vous à faire une analyse là-dessus. Écoutez, on vous remercie sur ces bonnes paroles de Martine pour mettre en évidence le pouvoir citoyen. Donc, on en est la démonstration et tous ceux qui sont en ligne aussi. Alors, merci beaucoup d'avoir assisté à la conférence. C'était vraiment extrêmement intéressant. Et il y aura un prochain rendez-vous parce que nous, écoutez, on ne va pas lâcher. C'est clair. Bravo. La présentation qu'on a faite aujourd'hui, une bonne partie des allocutions que vous avez entendues se retrouvent sur un dossier de presse en ligne pour les journalistes et les citoyens qui veulent accéder. Là. Vous avez un lien. Et puis, je veux rajouter sur la question que monsieur avait posée tout à l'heure. J'ai perdu. C'était quoi votre question? Tout à l'heure, vous avez amené une question, puis j'avais un point de plus à donner. C'était sur le fait qu'il fallait quand même expliquer aux gens en quoi on n'a pas besoin de cette énergie verte-là, considérant qu'on essaye quand même on comprend que là, le plan, c'est de développer, c'est pas seulement trouver des façons de passer au fossile, de se passer du fossile. Mais comment on explique aux gens ça? Sur quelles données, surtout? Là? Bon, je voulais juste vous donner une lueur d'espoir que c'est possible. Parce qu'on a ici présent aujourd'hui M. Tirel qui est arrivé en retard pour les présentations, mais du Parti vert aussi. Puis, le Parti vert était en faveur des éoliennes et a favorisé ce développement-là. En tout cas, a donné son appui là-dessus, mais ils ont changé d'avis. Ça nous a pris une demi-heure. On lui aurait expliqué les enjeux. Et vous pouvez trouver dans le communiqué de presse que M. Jacques a là, vous pouvez apprendre une copie, vous avez la citation de pourquoi ils ont changé de bord. Fait que je trouve ça important de... Ah non, ça n'a peut-être pas été imprimé, ça va être dans la version en ligne, pardon. Mais je voulais vous dire que c'était important qu'on explique ces enjeux-là à la population, puis ça fait partie de notre mouvement. Parce qu'une fois qu'on regarde le gros bon sens derrière ça, on peut tout à fait voir qu'on est pour une transition énergétique, mais sans nécessairement accepter que ça soit fait n'importe comment puis au profit du privé. Vive le gros bon sens! Parce que M. Tirel n'était pas arrivé quand on a commencé la conférence de presse, mais le chef du Parti vert nous a appuyés, donc on était... et c'est ça, on a fait une rencontre avec M. Tirel,
Il n'était pas tout à fait d'accord avec notre position, et après avoir expliqué notre position, comme on a fait ce matin, bien, il nous a appuyés. Donc, on l'apprécie beaucoup. Alors, merci.